À l'époque, les tribulations d'un père militaire nous avaient amenés à résider dans le Berry. Nos aïeux, quant à eux, avaient trouvé refuge tout là-bas, en Lorraine. À 6 et 8 ans, le moins que l'on puisse dire, c'est que la perspective de manquer l'école pour une si longue période ne nous chagrinait pas plus que ça. Le grand jour du départ arriva sans même que nous ayons eu le temps d'y songer. Le réveil eut lieu alors qu'il faisait encore nuit noire. C'est notre mère qui, avec sa douceur coutumière, tenta de nous extraire du profond sommeil dans lequel nous étions plongés. Nous fîmes une toilette de chat et le petit déjeuner fut expédié en quelques minutes. Notre père était déjà prêt. Il ne restait plus qu'à boucler les valises, ce qui n'allait pas forcément de soi. D'une voix qui n'admettait pas la contradiction, il déclara venu le moment de se mettre en route. Ma mère, le visage en larmes, nous serrait contre sa généreuse poitrine. Elle ne cessait de nous embrasser. Elle sentait bon. Du plus loin dont je puisse me souvenir, ma mère fleurait toujours bon. Aussi, je respirai un grand coup, espérant ainsi conserver le souvenir de son parfum le plus longtemps possible. Notre territoire. Rien ne l'indiquait, mais à partir du glacis, nous nous aventurions dans un autre monde. Une sorte de terra incognita qui ne figurait sur aucune carte connue. Ou alors peut-être sur celle de Tendre, réservée à une poignée d'initiés. La frontière de cette principauté perdue, bien qu'invisible, n'en était pas moins réelle, du moins dans notre imaginaire. Cette contrée, connue de nous seuls, nous en étions les souverains absolus. Quiconque aurait osé prétendre le contraire se serait fait fusiller du regard sur le champ. D'ailleurs, nous ne l'aurions pas cru. Franchir cette ligne de démarcation imaginaire, dont le souvenir même aujourd'hui n'a rien perdu de son côté magique et enchanteur, nous faisait basculer dans une autre dimension. Les mœurs et coutumes qui régnaient dans ce pays n'avaient plus grand-chose à voir avec le monde d'où nous venions. Premier signe tangible de changement, dès son arrivée, mon père perdait son prénom. Georges devenait Yosko. Désormais, et durant tout le temps du séjour, c'est ainsi que tous les indigènes vivant au château l'appelleront. En premier lieu, ce qui me déconcertait le plus, c'était ce langage inconnu que tout le peuple du château pratiquait. Étonné et séduit, j'écoutais mon père s'entretenir avec sa mère, ses frères et sœurs, dans cette langue mystérieuse à laquelle je ne comprenais goutte. Bien plus tard, j'appris qu'il s'agissait d'une sorte de sabir venu de Cislétanie. Une variante du slovaque que l'existence en vase clos de ma famille et l'éloignement avaient transformé en un parler unique. Bien que je ne comprenais rien, j'étais fascinée et charmée par la musique de cette langue énigmatique. Suspendue aux lèvres de ces gens, mon imagination s'enflammait. Le soir venu, quand mon père me demandait d'aller me coucher, c'était un crève-cœur. J'obéissais, en traînant les pieds. Au passage, je maintenais en douce la porte de communication entr'ouverte. Ainsi, je pouvais continuer à écouter ces sonorités mystérieuses propices à la rêverie. Et cela, jusqu'à ce que le sommeil ait raison de ma curiosité et m'emporte dans de fabuleux rêves d'aventure. Assez souvent, nous avions droit à de sublimes couchers de soleil, sans compter l'époustouflant feu d'artifice que nous offrait la fonte en fusion des hauts fourneaux qui, toutes les nuits, embrasaient les cieux. Le château ne bénéficiait d'aucun confort. Pas d'électricité, pas de gaz, pas de toilettes, pas de tout à l'égout. Et pas même l'eau courante. Certes,
il y avait bien de l'eau, mais elle courait à 100 mètres en aval du château. Elle sortait d'une source à flanc de coteau qui se déversait dans un abreuvoir. Abreuvoir que nous partagions en bonne intelligence avec un troupeau de bovidés. Du coup, la corvée d'eau rythmait le quotidien. J'étais fascinée par le spectacle de mon grand-père faisant naître la lumière. Dès que les premières gouttes d'eau atteignaient le carbure, un chuintement caractéristique naissait. Soudain, une puissante lumière blanche chassait l'obscurité. Une fois la flamme stabilisée, la lampe était accrochée au plafond de la pièce principale à l'aide d'une simple pointe recourbée. La vive lueur faisait naître sur les parois de la pièce à vivre un fabuleux théâtre d'ombre. Elle amplifiait le moindre mouvement de chaque convive. Cela donnait un côté fantasmagorique à tous les repas vespéraux. Dissimulé dans un coin obscur, j'essayais de me faire oublier pour bénéficier le plus longtemps possible du fascinant spectacle. Bercé par les voix des adultes s'exprimant en un langage mystérieux, mon imagination trouvait toujours matière à s'emballer. Notre comportement peu amène n'était peut-être pas étranger à la réputation de sauvage qui courait parfois sur notre compte. Cette renommée d'asociale, comme me le révéla bien plus tard la fille du directeur de la mine, aurait sans doute mortifié ma grand-mère si elle était parvenue à ses oreilles. Heureusement, les derniers soubresauts du monde civilisé mouraient bien avant d'atteindre notre château. Nous ne cherchions pas à être différents, ce sont les autres qui nous voyaient ainsi. Simplement, nous avions nos propres mœurs, notre morale et nos rites, venus de racines différentes, voilà tout. Passer inaperçu et ne froisser personne était la consigne martelée en permanence par Tatinko à sa marmaille. Le principal atout du château était sa proximité avec le lieu de travail des hommes de la maison. Le passage répété de ces hommes laborieux avait fini par créer des sentiers presque uniquement connus d'eux seuls. Ces raccourcis par le bois les mettaient à 10 minutes à peine du carreau de la mine. Aussi, en mettant à profit certaines pauses, cela leur permettait parfois de revenir en douce au logis. Quand en cette année 56 ma sœur et moi arrivions en villégiature au château, bon nombre des enfants de Maminka avaient déjà quitté le nid. Ainsi, question couchage, nous avions le choix. L'absence de drap et de couverture, remplacée par ces couettes ventrues, nous déconcertait bien un peu au début, mais on s'y faisait très vite. Les couettes avaient déjà bien vécu. C'étaient celles que Maminka était parvenue à sauvegarder tout au long de son périple entre l'Autriche-Hongrie et la France. Ce qui m'impressionnait le plus chez mon grand-père, c'étaient les grosses veines bleues qui couraient sous sa peau d'albâtre. C'est comme ça que j'aperçus pour la première fois le tatouage à l'encre bleue que Tatinko portait sur l'un de ses avant-bras. Il se composait d'un alignement de chiffres et de quelques lettres. Il me fallut patienter bien des années avant d'en connaître l'origine. En fait, il s'agissait du numéro de matricule militaire que l'armée austro-hongroise infligeait de force à chaque recrue. Comme du bétail, au premier jour de leur incorporation dans l'armée, Tatinko et ses compagnons de misère avaient droit à ce signe d'infamie. En ce temps-là, la plupart des recrues étaient analphabètes et ne parlaient souvent que le patois de leur contrée d'origine. Ce matricule permettait à l'encadrement, presque toujours de culture germanique, de savoir à qui ils avaient affaire sans risque d'erreur. À l'ombre douce des mirabelliers, de petites grappes humaines ne tardaient pas à sombrer dans une douce béatitude. Sans doute, plus que tous les autres, Maminka savourait ces instants comme hors du temps. Elle laissait errer sur son troupeau regroupé autour d'elle
un regard bienveillant matiné d'une touche de fierté. Parfois, une ombre passait sur son visage. Peut-être songeait-elle aux absents, à ceux de ses enfants à qui la parque avait prématurément tranché le fil. Un bon matin, sans crier gare, notre père débarqua au château. Nous étions dans les derniers jours de juin 56. Le temps était venu pour ma sœur et moi de retrouver le Berry, et surtout de faire connaissance avec les jumeaux. L'idée de partager l'affection de ma mère avec deux autres créatures inconnues ne m'emballait pas plus que ça. Peut-être étais-je un tantinet jaloux? De mon arrivée au Blanc, je m'aperçus rapidement que les jumeaux monopolisaient toute l'attention et l'énergie de ma mère. Cela avait beau être dans l'ordre des choses, j'avais du mal à l'admettre. Je n'ai pas tardé à regretter le séjour au Val-de-Fer et la fréquentation de mes chers barbares. Quand la vie m'apportait son inévitable lot de blessures, c'était toujours vers le château que mon esprit allait chercher du réconfort. Les années avaient beau s'écouler, jamais la magie n'a cessé d'opérer. Devenu adulte, à mon tour, je m'aperçus que ce que j'aimais avant tout chez mes chers barbares, c'était ce reste de sauvagerie que même le contact avec la civilisation n'était pas parvenu à effacer totalement. Le 25 août 1962, la terre, violentée par les incessants coups de boutoir de la mine, se vengea. Le plateau sur lequel reposait le château se crevassa en plusieurs endroits. Estimant le risque d'effondrement trop élevé, la direction de la mine exigea le départ des derniers occupants. Maminka et Tatinko n'eurent pas d'autre alternative que de trouver refuge dans un modeste appartement au lieu dit la Vieille Forge à Neuve-Maisons. 19 septembre 1962. Un mois s'était à peine écoulé depuis le démantèlement du château, quand un soir, Tatinko, refusant de manger, alla se coucher sans dire un mot. Au matin, sa femme trouva son corps sans vie. Au soir du 27 décembre 1978, Maminka s'éteignit sans bruit, comme une chandelle qui a tout donné. Elle leur a mis au monde 12 enfants, dont 5 décédèrent de son vivant. Parmi eux, Yosko, mon père, emporté à 42 ans par une endocardite. Résilience? Vous avez dit résilience? Désormais, plus personne ne verra la vieille femme en noir venir se recueillir sur les tombes de ses enfants disparus, en leur chantant pour les consoler d'antiques mélopées de son pays d'origine. Maminka et Tatinko, c'est à ces deux aïeux que je dois d'avoir reçu en héritage un second pays. Certes, pour une grande part imaginaire, mais toujours là pour nourrir mon imagination et agrandir mes rêves d'ailleurs. Il m'aura fallu encore pas mal de temps pour comprendre combien ce supplément d'âme offert par ces gens de peu était une richesse incomparable, une force précieuse qui allait m'accompagner toute ma vie.